La dernière chose dont je me souviens, avant que tout bascule, c'est le bruit de mon casque qui a heurté le bitume. Un craquement sec, comme une branche qui casse dans le froid. Et ensuite, plus rien n'avait de sens. J'avais 46 ans, j'habitais à Lyon, et je croyais avoir tout sous contrôle. Pas d'une façon heureuse, plutôt résignée. Mon mariage avait pris fin l'année d'avant. Sans drame, ça s'est éteint doucement. Alors je vivais seule. Je faisais de la rédaction scientifique pour des chercheurs et des revues, en essayant de comprendre ce que devait être la deuxième moitié de ma vie. Je me disais que j'avais besoin d'un nouveau travail, peut-être à Grenoble, comme si le problème c'était la ville, et non quelque chose de plus profond que je n'étais pas prête à regarder. J'ai grandi dans une petite ferme au cœur du Massif central, dans une famille nombreuse et très catholique. Et voilà le détail sur moi enfant. J'étais genuinement spirituelle. Je regardais les arbres et je sentais quelque chose de vivant en eux. Je disais à ma mère que je pouvais sentir Dieu dans tout ce qui nous entourait. Elle me regardait sans savoir quoi faire de moi, parce que pour elle, la religion c'était la messe du dimanche et le chapelet. Pas une petite fille debout dans un champ en train de vivre ce qui ressemblait à une expérience mystique. Quand j'avais environ 15 ans, des affaires d'abus commis par des prêtres ont commencé à apparaître dans les journaux. Quelque chose en moi s'est cassé. Parce que, s'il existait un Dieu aimant, comment est-ce que ça pouvait se passer à l'intérieur même de l'institution censée le représenter ? Quand j'ai eu 16, 17 ans, j'avais pris ma décision. Dieu n'existait pas. J'ai rangé tout ça et je n'y ai plus regardé. Je suis allée à l'université étudier la géologie, la science dure de la Terre. Après mes études, j'ai travaillé dans un institut de recherche énergétique. Puis, j'ai fini par faire de la rédaction scientifique parce que j'avais le don de rendre des recherches complexes accessibles. Vers la trentaine, j'étais une athée convaincue. Il y avait le monde physique, il fonctionnait selon des lois connaissables, et quand on mourait, c'était fini. Pas de jugement, pas d'enfer. On vivait, et puis on ne vivait plus. C'était la personne que j'étais ce décembre-là, entre Noël et le jour de l'an, quand je suis sortie faire un tour à vélo pour m'aérer. Froid mais dégagé, un de ces jours où les collines au loin se découpent très nettement. J'allais bien. Pas heureuse, mais bien. Je m'en souviens précisément parce que ça compte. J'étais dans un bon moment, quand tout a mal tourné. Je suis entrée dans un rond-point et la piste cyclable a simplement disparu. La chaussée s'est rétrécie et j'ai ralenti, en observant les voitures qui arrivaient sur ma droite. La première, un grand SUV, semblait freiner. Et puis, à la dernière seconde, elle a accéléré. Il n'y avait nulle part où aller. J'ai tendu la main, un réflexe animal, et la prochaine chose dont je me souviens, c'est que j'étais sur le capot de sa voiture. Je regardais à travers le pare-brise et elle regardait son téléphone. Je tapais sur le verre et elle ne me voyait pas. Je n'ai pas pu me tenir. Je suis tombée sur l'asphalte. J'ai entendu le craquement du casque. Et ensuite, elle est passée sur moi. Mon sac à dos s'est accroché à quelque chose sous le véhicule et, dans cet instant, j'ai saisi l'essieu de ma main droite. Elle m'a traînée sur au moins 20 mètres. Un homme dans un camion derrière elle a vu ce qui se passait, a fait le tour du rond-point à contresens et s'est arrêté devant elle. Je dois la vie à cet homme. Une femme est apparue à côté de moi presque immédiatement. Elle a dit qu'elle était infirmière, m'a ordonné de ne pas bouger. Je pensais qu'elle exagérait. Elle m'a dit de rester par terre. Quand le secouriste a touché le côté de mon cou, j'ai crié. C'est là que j'ai compris. On m'a emmenée aux urgences. Traumatisme crânien, clavicule fracturée, 5 côtes cassées, poumons affaissés,
dommages importants sur les vertèbres du cou et de la région lombaire. Le chirurgien a dit que tous les processus vertébraux étaient fracturés. Il allait poser des tiges de titane de chaque côté de ma colonne. L'opération était programmée 3 jours plus tard. Je n'avais jamais eu aussi peur que pendant ces 3 jours. Et ce n'était pas juste à cause de l'opération. C'était la mort. Cette peur vivait en moi tranquillement depuis des années, et maintenant elle était là, en surface. Je m'étais toujours dit que la mort c'était juste la fin, rien à craindre. Mais allongée dans ce lit d'hôpital, j'ai réalisé que je n'y croyais pas avec la sérénité que j'imaginais. J'étais terrifiée de disparaître, qu'il n'y ait rien, et je n'avais aucune foi pour rendre ça supportable. On m'a emmenée au bloc un lundi matin et je tremblais. L'anesthésiste a administré l'anesthésie et en quelques secondes, j'ai senti que je partais. J'avais déjà eu des opérations, juste un vide gris et éteint, puis se réveiller en salle de réveil. Je défiais presque ce vide de m'avaler pour me prouver que j'avais raison. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de s'obscurcir, tout est devenu plus éveillé que je ne l'avais jamais été. Et ce que je voyais, c'était un flanc de colline, vert et réel, et détaillé d'une façon qui semblait plus solide que tout ce que j'avais expérimenté. J'étais debout sur une pente, de l'herbe rase et des fleurs sauvages autour de moi, une succession de montagnes s'ouvrant devant moi. Ma première pensée était presque honteuse. Ah, c'est une hallucination, jolie au moins. Mon esprit rationnel, déjà en train de chercher une explication. Mais alors, la sensation m'a frappée. Elle arrivait comme la chaleur d'une cheminée. Cette chaleur qui entre en vous, de l'extérieur vers l'intérieur, qui atteint la poitrine, la gorge, le visage. Mais ce n'était pas de la température. C'était quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. Amour est ce qui s'en approche le plus, mais même ça ne le saisit pas, parce que ce n'était pas sentimental, ni doux. C'était une acceptation totale, inconditionnelle et absolue, comme être enlacé par quelque chose qui vous aurait connu depuis toujours. J'ai commencé à pleurer avant de comprendre ce qui se passait, et alors j'ai pensé « Je dois être morte sur la table d'opération ». Mon cerveau de scientifique est entré en action immédiatement. J'étais là, athée convaincue, sans expérimenter le néant que j'avais toujours attendu. Et je n'étais pas non plus en enfer, que ma famille me promettait parfois. Je n'expérimentais rien pour quoi je m'étais préparée. Alors j'ai demandé à voix haute dans ma tête « Pourquoi suis-je ici ?» La réponse est venue de tous les côtés à la fois, comme si l'atmosphère elle-même parlait. Et elle a dit « C'est chez toi. Tu fais partie de moi. Tu fais partie de nous. Bienvenue à la maison. » Ces mots, bienvenue à la maison, et je me suis effondrée, parce que je me suis souvenue. Quelque chose qui était verrouillé s'est ouvert, et j'ai su avec une certitude absolue que c'était réel, que ma vie sur Terre avait été la chose temporaire, et que c'est de là que je venais vraiment. C'était tellement évident que j'ai failli éclater de rire. Bien sûr. Tout ce temps si certaine de l'absence de quoi que ce soit au-delà du monde physique, et là, cette sensation écrasante de « bien sûr que oui ». Une silhouette est apparue de la brume à ma gauche. Elle avait à peine de consistance, plutôt une suggestion de personne, forme humaine, ce qui semblait être de longs cheveux, mais je ne pouvais jamais voir le visage clairement. Elle était là avec un but, et le but, c'était moi. Elle a dit, calmement, qu'il était temps que j'apprenne ce dont j'avais besoin pour revenir et faire de ma vie une vie qui vaille la peine d'être vécue. Je lui ai dit aussitôt que je ne reviendrais pas. Elle a dit que j'avais accepté de revenir avant de naître. Alors elle m'a montré. Quelque chose comme un film dans l'air devant moi, en 3 dimensions,
moi en train de planifier le contour de ma vie avant d'y entrer. Je l'ai vue avec suffisamment de clarté pour que l'argument m'abandonne. Elle m'a emmenée dans un endroit entouré de ce qui ressemblait à une ancienne carte nautique, se déployant dans toutes les directions avec moi au centre. On pouvait voir tous les chemins que j'avais parcourus, puis plusieurs chemins s'ouvrant vers l'avant, des routes différentes, mais la plupart convergeant vers la même destination. Il n'existe pas un unique chemin correct, et elle a signalé que la boussole sur cette carte était centrée sur ma poitrine, pas sur ma tête. L'instrument que je devais utiliser, celui que j'avais ignoré, c'était cette connaissance intérieure, cette intuition qui fonctionne en dessous de l'esprit rationnel. Ensuite, elle m'a emmenée jusqu'à un lac tranquille en montagne et m'a demandé de toucher la surface. Quand je l'ai fait, des ondes se sont propagées, et sur ces ondes, je voyais de petites images, des moments précis de ma vie. Quand je me concentrais sur l'un d'eux, je n'observais plus de loin. J'étais de retour à l'intérieur, vivant ça depuis ma perspective, mais aussi depuis celle de chaque autre personne présente. Leurs sentiments devenaient les miens. Il y avait des moments dont j'étais fière, des fois où j'avais été là pour quelqu'un. Je pouvais sentir comment ça avait atterri en eux. Mais ensuite sont venus les souvenirs plus difficiles. J'avais 17 ans, ma sœur en avait 14, et on se disputait comme toujours. J'en avais assez, et j'ai dit quelque chose de calculé pour blesser, juste pour mettre fin à la dispute. Elle s'est tue, et elle est partie, et je n'y ai pas pensé. Problème réglé. Mais dans ce lac, j'ai senti ce qu'elle avait ressenti. Cet effondrement intérieur spécifique quand quelqu'un qu'on aime dit quelque chose pour couper. Je l'ai senti comme si c'était le mien. Je me suis effondrée. J'ai compris dans mon corps ce que ça voulait dire de causer ce genre de douleur. Pas de façon abstraite, de façon viscérale. Après ça, elle m'a laissé me reposer. On s'est allongé dans l'herbe à regarder les nuages, comme on fait quand on est enfant. Je me suis sentie plus en paix que ce que je croyais possible. Et alors elle a dit que c'était l'heure de revenir. Je ne l'ai pas bien accepté. J'ai sérieusement envisagé de courir, de partir au-delà d'elle, jusqu'à trouver où cet endroit menait d'autres. J'ai commencé à pleurer. Je l'ai suppliée de me laisser rester. Elle a posé les mains sur mon épaule fracturée et sur mon sternum. Et ensuite, elle m'a renvoyée. Je me suis réveillée en criant. J'étais en salle de réveil et j'étais furieuse. L'infirmière a reculé d'un pas. Je continuais à demander où elle était, à dire que je ne voulais pas être là. Ils ont pensé que quelque chose avait mal tourné neurologiquement. Finalement, mon esprit rationnel s'est recomposé pour reconnaître que personne dans cette salle n'avait le contexte pour ce que je décrivais. Alors, j'ai arrêté de parler. Le lendemain matin, une aumônière de l'hôpital a frappé à la porte. J'ai ressenti un soulagement dès que je l'ai vue. Elle est entrée et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans broncher. Elle a dit « Vous avez vécu une expérience de mort imminente ». J'ai demandé ce que c'était. Elle a expliqué que ça arrive, que des personnes reviennent de la mort clinique et décrivent ces choses, que ça a un nom. Première fois que j'entendais le terme EMI. Elle a dit que je n'étais pas folle. Et ensuite, elle m'a demandé ce que j'allais faire avec ça. J'ai réfléchi à ça pendant 2 semaines. Parce que je savais que c'était un vrai carrefour. Je pouvais redevenir qui j'étais, tout rejeter comme un effet de l'anesthésie et rentrer dans ma vie tranquille, organisée par la peur. Je n'aimais pas cette vie, mais je la comprenais. L'autre chemin, prendre au sérieux ce qui s'était passé, je ne savais pas où ça menait. J'avais peur que ça coûte à ma carrière. Je ne pouvais pas me mettre à raconter à des collègues l'histoire du flanc de colline et de la femme dans la brume. Mais 2 semaines plus tard, en rentrant de l'hôpital, j'ai décidé de prendre l'autre chemin.
non par courage, mais parce que l'alternative ressemblait à un type de mort pire que celui dont je venais de réchapper. Je suis sortie de mon corset en un peu plus de 4 semaines. Ils en attendaient 16. Ma guérison était quelque chose que les médecins ne pouvaient pas expliquer. J'ai commencé à passer du temps dehors chaque matin, à méditer. Avant de sortir du lit, je restais allongée et je me concentrais sur le fait de pouvoir marcher, de respirer sans douleur, de petites choses que j'avais tenues pour acquises. Et je me permettais de vraiment ressentir la gratitude, pas seulement de penser les mots. La peur de la mort qui organisait silencieusement tout ce que je faisais, me maintenant petite, me maintenant en sécurité, m'empêchant de risquer quoi que ce soit de vrai. Cette peur a disparu. Elle n'a pas été supprimée, elle a disparu. Parce que je sais maintenant quelque chose que je ne savais pas avant. Cette vie, cette existence physique très réelle et souvent douloureuse, n'est pas toute l'histoire. C'est un endroit où on vient apprendre des choses qui ne peuvent être apprises qu'ici. Et ce qui est central, c'est ceci. Découvrir comment être là, dans toute la difficulté et la confusion et la douleur de ça, et quand même choisir l'amour, quand même agir avec compassion, quand même se tourner vers les gens autour de nous avec soin, plutôt que de reculer dans la peur. J'ai appelé ma sœur quand je suis rentrée de l'hôpital. Je lui ai juste dit que je l'aimais et que j'étais désolée. Elle était perplexe parce qu'on ne s'était pas disputé pour quoi que ce soit de récent. Mais elle a dit « Moi aussi je t'aime ». Et on a parlé 2 heures, et c'était la meilleure conversation qu'on avait eue depuis des années. Rien que ça valait la peine de revenir. Tout en valait la peine. 2.